Bonjour à tous. Je suis vraiment ravie de pouvoir vous présenter ce film. Je trouve que c'est un document exceptionnel sur Pina Bausch, cette personne qui a véritablement révolutionné la danse, cette figure de la danse allemande qui est un véritable bijou. Alors, et c'est aussi évidemment un film sur l'initiation d'adolescents qui montent pour la première fois sur scène, une initiation à la danse. Donc, on va tout de suite en fait travailler sur les affiches. Je vous ai fait une sélection de quelques affiches parce que je trouve que c'est intéressant de faire ce travail-là avec les élèves. Et vous pouvez voir donc sur la page suivante de ce PowerPoint déjà 3 ouvrages que j'ai sélectionnés qui me semblent vraiment passionnants pour comprendre de manière plus approfondie le travail de Pina Bausch. Donc vous avez ce livre de Norbert Servos, Pina Bausch ou l'art de dresser un poisson rouge, qui est un ouvrage traduit de l'allemand et qui représente la première tentative de dresser un panorama analytique de l'ensemble des pièces de Pina Bausch. Donc c'est un ouvrage qui a été publié chez l'Arche en 2001 et qu'on trouve très facilement en bibliothèque. Je crois d'ailleurs qu'il est à Montreuil, à la bibliothèque Robert Desnos, il me semble l'avoir emprunté là. Donc, voilà, vous avez vraiment une entrée en matière et notamment une partie passionnante sur la pièce Kontakthof, donc qui est la matière première de ce film proposé par Anne Lansel. Alors, ensuite, deuxième ouvrage aussi qui est très riche, publié chez l'Arche, qui est un colloque traduit de l'italien au français. Et là aussi, à travers ce livre, on comprend à quel point Pina Bausch a incontestablement créé un style nouveau, le théâtre dansé, on a aussi de très belles analyses également. Et ensuite, alors le troisième ouvrage qu'on trouve aussi assez facilement, qui est essentiellement un livre de photos, mais qui est aussi accompagné d'un DVD, là est directement centré sur la pièce Kontakthof et sur la mise en scène réalisée par Pina Bausch en 2000, avec des dames et messieurs de plus de 65 ans. Cet ouvrage est très intéressant parce qu'il revient vraiment sur cette mise en scène. Alors, on va regarder tout de suite l'affiche, mais je vous ai proposé des sites où vous pouvez la télécharger en très bonne définition et en grande qualité si vous souhaitez revenir avec vos élèves sur l'analyse de l'affiche. Je vous recommande notamment le site Jour de Fête, en fait, qui est .com, où vous avez tout un travail fait par cette société de distribution du film, où vous allez retrouver aussi des recueils de presse sur les rêves dansants, assez fournis, donc voilà, plus d'une vingtaine d'articles faisant le point sur ce film. Donc je vous recommande très vivement de pouvoir un petit peu creuser le site www.jourdefête.com pour pouvoir récolter cette matière. Donc il y a aussi voilà, le dossier de presse qui est très bien fait et l'affiche en très bonne définition. Vous pouvez également noter l'affiche allemande du film parce que je trouve que c'est très intéressant et c'est ce qu'on va faire tout de suite, de comparer les deux affiches pour voir un petit peu comment on a deux atmosphères très différentes qui se dégagent de l'une à l'autre. Alors, donc, on va tout de suite voir cette affiche des rêves dansants. Alors, ce qui est très intéressant, c'est d'abord de noter que dans l'affiche, rien n'indique véritablement qu'il s'agit d'un documentaire. Donc, on a le nom des réalisateurs qui est à peine visible, qui est tout en bas sur la droite, avec les logos. L'image qui elle-même, en fait, n'est pas directement un photogramme du film, mais qui, en fait, est soit une photographie de tournage, soit un plan qui proviendrait des rushs non montés.
Et en tout cas, ce qui compte, c'est l'énergie qui se dégage de cette affiche, et donc elle capte en plein mouvement ces jeunes danseurs sur les planches d'une scène qui est éclairée par un projecteur. Ce qui est très intéressant, c'est que on voit bien qu'en fait, il y en a une qui frappe des mains, les autres semblent répondre à son appel, mais derrière, même si l'idée est de restituer un mouvement collectif, on peut voir que dans l'affiche, le thème de la solitude est néanmoins présent, avec ici, très discrètement, les jambes d'une des danseuses qui est assise seule dans un coin de la pièce. Alors, d'un point de vue symbolique, on a quand même un jeu d'opposition dans les couleurs entre les vêtements des garçons et les tenues des filles. Donc déjà, le rapport entre filles et garçons apparaît dans cette affiche. Et ce qui est intéressant, c'est comment, et ce qui est surprenant, c'est leur tenue. Des tenues d'adultes qui répondent à un stéréotype qui est très, très genré, sexué, la robe de soirée pour les filles, le costume costard-cravate pour les hommes, et également la dimension atemporelle de ces tenues qui sont, surtout pour les robes des femmes, qui ne sont pas dans l'uniformisation, puisqu'il y a quand même une distinction par les couleurs, mais néanmoins, il y a l'idée d'unité qui revient dans la matière, qui est donc du satin, et également cette forme qui est assez constante. Alors, donc, on a quand même une sorte d'opposition entre ces tenues qu'on pourrait qualifier d'endimanchées et le mouvement des danseurs qui vient en fait faire éclater ici les codes rigides qui sont habituellement imposés par ces tenues. Alors, très clairement, pour Pina Bausch, c'est ce contact off, c'est donc une pièce qu'elle a montée et qui se présente sous la forme d'une succession de petites scénettes avec, pour point d'ancrage dans chaque scénette, l'histoire d'un contact. Contact off, je pense que les profs d'allemand seraient bien mieux que moi à l'expliquer, mais voilà, c'est cette idée d'une cour de contact. Donc c'est ici un des nœuds essentiels du film et de la pièce elle-même, c'est ce point de rencontre, ce point de contact qui va se nouer chez ces adolescents, et très précisément qui va être incarné par des gestes intimes de mise en relation entre les hommes et les femmes qui sont placés dans un contexte de bal. Alors, le bal, donc, ou d'une soirée mondaine, Pina Bausch n'est pas très claire, elle préfère laisser planer voilà, une sorte d'abstraction par rapport à ce décor. On remarque qu'il y a juste simplement une rangée de chaises, une estrade et très clairement le parquet d'une salle de danse. Mais ces tenues-là renvoient très clairement à la soirée mondaine ou au bal. Alors, tout cela pour vous dire que, effectivement, chez Pina Bausch, il y a l'idée que les danses de société, en fait, symbolisaient le rapport sexuel à venir. Et c'est une question qui est très présente, puisque dans Contact Off, Pina Bausch va montrer, en fait, que finalement, il ne reste plus que la contrainte, cette contrainte bourgeoise qui est exercée, donc, à même le corps et qui va rendre impossible la fusion amoureuse. Donc, ce qui transparaît ici, donc au-delà de ce décor avec ces chaises et que je viens d'analyser, c'est cette idée de se libérer par la danse, qui est, je pense, l'énergie première que restitue cette affiche et qui est en parfaite adéquation avec le projet même du documentaire de Anne Linsel. Et donc elle a co-réalisé avec son chef opérateur qu'elle a choisi de créditer comme co-réalisateur pour le travail aussi qu'il a mené pendant 6 mois. Alors donc on a ici dans cette idée de se libérer par la danse qui est très clairement incarnée par ce mouvement collectif et cette idée qu'en fait les différents adolescents viennent d'endroits différents, notamment de 3 endroits. Et il y a cette idée de réunion qui est assez présente ici dans cette affiche. On sent que l'idée, c'est clairement la question de la rencontre ici qui rejaillit
et donc qui est en lien avec, comme je vous disais, hein, les thèmes que travaille cette pièce, Contact Off, qui veut dire la cour de contact, le lieu de rencontre, mais également maison de passe. Hein, c'est aussi un terme qui très clairement vient parler de la sexualité, des garçons et des filles qui se rencontrent, mais aussi du corps marchandise également, hein, qui est aussi une des grandes thématiques travaillées par Pina Bausch. Donc on a ici l'idée d'une trajectoire, d'une réunion, d'une rencontre. Alors, bon, si on veut un petit peu se laisser aller au lyrisme, on pourrait aussi dire que ce mouvement est un mouvement de l'avenir, puisqu'eux-mêmes sont dans un entre-deux. Hein, ils sont dans ce passage-là de l'adolescence vers le monde adulte. Et c'est aussi peut-être ce qu'on ressent dans ce film, hein, ce devenir adulte de ces adolescents. C'est également ce que nous montre cette fin, avec l'assurance qu'ils ont su prendre tout au long de ce documentaire. Donc, l'idée est bien de suivre une trajectoire, et c'est ce sur quoi repose le film, hein, donc pas seulement l'affiche, c'est nous faire découvrir à travers la préparation d'un spectacle le trajet accompli par des adolescents. Alors, autre détail intéressant, c'est ce geste qu'on les voit notamment faire. En fait, dans le film aussi, c'est un moment qui revient. On a l'impression qu'en fait, ils sont en train d'étreindre un partenaire invisible. Et je trouve ça assez beau d'avoir choisi, notamment pour... on le voit bien sur l'adolescente qui porte une robe bleue dans sa gestuelle. Voilà, on retrouve cette thématique, hein, de la danse à deux, la danse de salon, qui est pour Pina Bausch également véritablement une manière de parler aussi de l'amour. Et donc on peut imaginer que finalement ces partenaires invisibles, hein, c'est peut-être aussi ces rêves dansants de l'adolescence, hein, cette recherche aussi qui sont aussi les rêves et les mots, les aspirations de l'adolescence. Donc ce qui est intéressant, c'est que dans cette affiche, et ce qui est le projet du film, c'est que finalement il ne s'agit pas d'assister à un apprentissage, mais plutôt à un affranchissement. Alors, on va voir maintenant, par comparaison, l'affiche allemande, mais entre les deux affiches, je voulais vous montrer ici ce photogramme pour que vous puissiez bien restituer l'espace avec la fenêtre, les chaises, et on va arriver vers le coin noir, donc voilà, le rideau noir. Alors là, c'est l'affiche allemande qui restitue une toute autre énergie. Donc c'est vrai que la première affiche française jouait sur la diagonale, sur un mouvement dynamique, sur une traversée. Ici, on est au contraire dans quelque chose de beaucoup plus rigide, avec l'impassibilité, hein, qui se lit sur les visages, hein, cette impassibilité dont parle Pina Bausch dans Les Rêves dansants, et également cette forte rigidité aussi qui apparaît. Alors, il y a quelque chose d'assez sombre, hein, qui se dégage ici dans cette affiche, qui est porté aussi par la prédominance du noir et du rouge. Le rouge qu'on va retrouver sur les lèvres des danseuses, et également au pied des deux danseuses qui sont les deux personnages principaux de la pièce. Donc ici, également, on remarque que la fenêtre n'apparaît pas. Hein, ce qui apparaît, c'est vraiment le fond noir avec le rideau. Et je dirais qu'en même temps, cette ambiance qui se dégage ici, dans cette affiche, est peut-être plus proche du projet de Pina Bausch, hein, qui est aussi de parler de sujets graves, de parler de la violence qui régit les rapports entre les hommes et les femmes, donc essentiellement basé sur un rapport de force dans le travail de Pina Bausch, donc sur la difficulté aussi de la relation de couple, sur la question de l'indifférence. Et il y a aussi quand même un petit peu une dimension inquiétante, le déhanché aussi, qui est un élément très important, qui, là aussi, dans le travail de Pina Bausch, est souvent lié à la présence de la sexualité, de manière métaphorique, évidemment. Donc, voilà pour ce travail-là. Et ensuite, alors vous remarquez juste en rouge aussi apparaît
l'indication que le film a été en sélection à Berlin en 2010, voilà, qui montre aussi que c'est un film de grande qualité parce que c'est un très bon festival. Donc, dernier point de comparaison, là ce n'est pas une affiche ensuite, c'est la couverture du livre sur le film qui est publié en Allemagne. Et que j'ai choisi parce que je trouve qu'en fait, là, ici, l'idée, c'est vraiment d'isoler un point de détail, non plus le groupe et le collectif, mais là, on a vraiment ici la relation du couple et là encore, un thème qui est récurrent dans le travail de Pina Bausch et dans Contact Off, c'est la souffrance des femmes, l'indifférence des hommes. C'est une thématique essentielle dans tout le travail passionnant de Pina Bausch, cette idée de la séduction, qui va de montrer, en fait, si vous voulez, la palette des états amoureux. Comment le corps est traversé par un torrent d'émotions qui peuvent aller de la séduction à le drame passionnel, la souffrance, voilà, la chute des corps sur le sol. Donc ici, on a vraiment voilà, le personnage féminin qui se perd sous l'indifférence masculine. Souvent, les femmes se blottissent dans le travail de Pina Bausch, se blottissent contre les hommes qui sont debout, rigides, soit assis ou allongés, ou voilà, qui sont dans des postures comme ça, très fermes et eux-mêmes aussi très solitaires. Donc, je trouvais intéressant de vous montrer ce point de détail parce qu'il y a cette dimension du drame, de l'amour et du pathos aussi qui est la matière même du travail de Pina Bausch. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle dit dans les entretiens que vous pouvez trouver dans l'ouvrage que j'ai fait figurer dans le PowerPoint, le premier ouvrage sur le poisson rouge. Elle dit très clairement qu'en fait, ce qui l'intéresse, c'est ce qui anime profondément l'être humain. C'est-à-dire cette question de simplement le désir d'être aimé. Voilà, ce serait peut-être le point d'ancrage de tout son travail. Alors, on va tout de suite passer maintenant, après un petit peu cette présentation du film, sur une analyse de séquence du début du film que je trouve intéressant parce que on voit très bien comment les réalisateurs vont construire et développer une véritable progression dramatique. Alors que la pièce va se mettre en place, on voit comment les réalisateurs vont eux-mêmes en fait construire un autre récit ou reconstruire une autre histoire à partir d'un tournage qui a quand même duré 6 mois où ils ont accumulé des heures et des heures de rush. Donc le moment du montage est le moment où le film a vraiment trouvé sa cohérence. Donc je vous propose de revoir ensemble cette séquence et d'ensuite d'en faire une analyse.
Ich habe überprüft, ein Arm ist hier bei der Frau und der andere ist so ein bisschen schon am Nacken, dass man sie besser halten kann, ja? Achtung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Ja? Um das gut zu machen, muss der zweite Schritt vor sein. Mach 1, 2, da, ja, dann Duck und Duck. In ein Stück und in ein Stück. Wo ist der Blick, Joy? Weil wenn ich das Blick nicht habe, dann können wir das alles vergessen. Ja. Und. Geh nicht so früh mit dem Kopf, ja? Jetzt hier, das ist der schönste Moment. Mel, you're losing it. Du hast es verloren. Ja, du weißt doch selber, es ist sehr, sehr anstrengend. Es ist ein langer Weg, Joy. Du musst mir nur sagen, willst du, dass wir das noch suchen? Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, also... Dieses... Ja, das so rauslassen und keine Ahnung. Du musst einen Fokus haben. Und es ist so direkt, dass... Es ist, als ob du alle angucken würdest, aber du hast nur eine, aber dieser eine Blick reicht für alle. Und das ist so direkt. Als ich es getanzt habe, ich habe kaum geatmet. Ich war ganz hier oben und eigentlich ist mir ganz kalt gewesen während der Gang. Und die Haare standen so. Und es ist unheimlich schwierig, nur auf und ab zu gehen. Du bist ja immer noch so weit hinten mit dem Körper. Du musst vorgehen. Da ich ja noch nie getanzt habe, ist das jetzt für mich völliges Neuland. Ich habe mich noch nie wirklich richtig so tänzerisch bewegt, nie Ballett gemacht. Überhaupt nichts in der Richtung, aber ich mache das für mich und nur für mich, also jetzt, damit ich mir selber was beweisen kann, so, Joy, du hast es geschafft und ja, das... Ich habe gedacht, das ist nichts für mich so tanzen und dann habe ich einen Tag zuvor Belle Elliot gesehen, den Film I Will Dance, und dann habe ich mir tatsächlich abends gedacht, der ist ja dann groß und berühmt geworden, da habe ich mir echt gedacht, warum bist du da hier hingegangen? Und dann bin ich einfach da hingegangen, ja, und dann fand ich jetzt so super, habe ich gedacht, hast du noch mal Glück gehabt, dass du da hingegangen bist. Lehrer hat mir empfohlen, dahin zu gehen, weil mein Lehrer weiß so, dass ich gerne Theater mache und dass ich gerne schauspiele und mit ihnen auch draußen immer so Filme drehe und wir sind auch ein bisschen so verrückt. Dachte ich mal, das wäre eine gute Chance fürs zukünftige Leben. Irgendwas ist da, wo du denkst, hör mal, hier kannst du nicht weggehen, hier musst du bleiben. Hier ist Anwalt, weil ich daran hinziehe. Und immer, jedes Mal, wenn ich mit ihm samstags da hingehe, jedes Mal finde ich immer, dass es immer besser wird. Ich denke immer, wow, hast du eine Chance, dass du hier bist. Ein bisschen umdrehen und überlappen miteinander. Komm vor, Andi, komm vor.
Pina Bausch ist eigentlich eine große Frau, also. Donc, alors séquence qui est intéressante parce que d'abord, premièrement, il y a cette volonté chez les réalisateurs de montrer le processus de création à rebours, puisqu'en fait, donc, d'abord le générique nous montre dès le début du film, successivement, le nom des réalisateurs, le titre, les deux chorégraphes sont crédités. Et ensuite, on voit les adolescents sur scène qui exécutent la pièce lors du filage. Et ce qui est très intéressant, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est le son qu'on entend en off au tout début du film, qui fait directement écho aux sous-titres du film sur les pas de Pina Bausch, et qui en fait c'est le son, bruit de pas d'un groupe qui circule dans une pièce de théâtre. Et le film commence par ce son-là, et la bande sonore donc est directement en lien avec donc ce thème des pas dansants, et aussi sur cette matérialité de la danse au travail. Et c'est un mouvement donc qu'il répète inlassablement. Donc on a ce son-là qui revient et qui se répète. Et ensuite, on a donc les adolescents qui répètent le même mouvement en avançant. Et là encore, on est déjà dès ce début dans quelque chose d'essentiel par rapport au travail de Pina Bausch, qui est le travail de la répétition, où les mouvements sont faits, refaits, jusqu'à l'épuisement du corps, qui recherche par là même une vérité, faire éclater le vernis des apparences pour aller voir ce qu'il y a un petit peu derrière ces apparences. C'est tout le travail de Pina Bausch. Et donc, on a aussi dans le générique la présence des rubans de soie de couleur rose et de couleur verte, qui renvoient directement aux robes que portent les jeunes filles dans l'affiche du film, l'affiche française, mais également à d'autres moments des rêves dansants. D'ailleurs, le rose est adopté dans la typographie même du titre du film, qui revient dans l'affiche comme dans ce générique. Donc, après ce générique, on a cette idée de commencer par la fin, puisque le premier plan nous présente l'aboutissement du spectacle. On a la caméra qui montre ici les déhanchés collectifs, mais avec des mouvements qui sont très professionnels, un investissement total dans le corps. Et justement, tout le principe du documentaire va être de prendre à rebours cette création du spectacle. Donc, on va justement, à partir de cette fin, revenir sur les différentes répétitions, avec toutes les difficultés que cela présente, toutes les impasses face auxquelles vont être confrontés les danseurs, et l'idée étant d'assister à une petite révolution chez chacun d'eux, qui va donc structurer le film, puisque la fin du film elle-même, il y a comme une boucle, si vous voulez, se termine par, là encore, le spectacle abouti, présenté cette fois-ci devant le public qui applaudit. Donc, dès le début du film, on a une situation d'exposition des personnages et des enjeux qui est monter un spectacle, et en même temps montrer ce processus de création à rebours. Ensuite, donc après ce début-là, cette séquence fonctionne aussi sur la présentation des acteurs principaux du film, à savoir les adolescents, les deux chorégraphes et Pina Bausch. Et ce qui est très intéressant, c'est que si la dernière image du film, pour ceux qui l'ont en tête, c'est un fondu au noir, et qui est magnifique, quand on sait que c'est le dernier document où on a Pina Bausch quelques mois avant sa mort. Moi, je suis bouleversée par ce plan où
Soudain, on la voit, après avoir embrassé successivement les adolescents en ayant du rouge partout sur les lèvres, elle s'éloigne dans les coulisses et le film se termine sur cette image-là d'elle qui s'en va. Et le début du film, c'est les adolescents qu'on voit d'abord en premier, et finalement c'est eux le véritable sujet du film, plus que Pina Bausch. Et c'est très clairement ce qu'explique cette documentariste, Anne Linsel, qui est aussi journaliste. Sa volonté, c'était d'abord un film sur ces adolescents, et ensuite un film sur Pina Bausch. Il faut savoir qu'avant de réaliser ce film-là, Anne Linsel, en Allemagne, avait réalisé 3 autres films sur Pina Bausch. Elle vit à Wuppertal, dans cette ville de Rhénanie du Nord, où Pina Bausch a posé ses valises en 1973 et où elle a fait son travail magistral. Donc, d'abord les adolescents. On les voit comment? La première fois qu'on les voit à l'image, c'est en groupe. Donc là encore, on est ici dans un thème fort de ce documentaire, c'est que progressivement les danseurs se placent face à nous, le visage grave, ils nous attendent fixement. Ce qui est intéressant, c'est que c'est pas forcément une image habituelle de, on va dire, l'iconographie adolescente au cinéma. Là, il y a quelque chose déjà de l'ordre de l'inquiétante étrangeté qui se met en place ici. La musique commence et ils exécutent donc les mêmes pas de danse. Et ce qui est intéressant, c'est que d'emblée, on voit qu'on n'est pas face à un groupe uniforme. Là encore, c'est un point essentiel du travail de Pina Bausch, c'est d'être contre cette uniformisation qui est à la base de la danse classique, puisqu'elle a une formation magistrale en danse classique, mais elle a aussi fait ce travail-là contre cette idée de corps formaté, de corps tous identiques. Et ce qui est très beau dans ce plan d'ouverture de ce film, c'est justement très clairement cette hétérogénéité du groupe fait de corps très différents. Par ailleurs, ce qui est intéressant, c'est l'opposition d'emblée qui est mise en place dans la chorégraphie entre le haut du corps et le bas du corps. Le haut du corps qui reste très figé et qui est en accord avec l'impassibilité du visage, et le bas du corps, le bassin, qui lui est dans le déhanchement et qui renvoie au thème implicite de la sexualité. Alors, ces adolescents sont donc pris en groupe dès le début du film, mais ensuite aussi isolément. Et tout le film, en termes de montage, va construire cette dialectique et cet aller-retour entre les adolescents, leur parcours ensemble, et ensuite leur vécu individuel face à cette expérience, et comment cette expérience résonne avec leur propre vie, avec leur propre vécu. On voit le personnage principal des adolescents apparaître dès ce début, Joe, qui est en répétition et qui, dès le départ, se révèle mal à l'aise avec son corps. Et c'est justement ce travail-là, de ce malaise, de cette gêne, de cette difficulté à exécuter le mouvement de danse qui va faire aussi toute la beauté de son travail. Cette timidité qui est très belle. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est des petits détails infimes, parce que le dispositif que met en place ici le documentariste, la documentariste est très très simple dans la façon de filmer, mais elle sait capter des petits gestes comme ça, notamment quand Joe doit faire ce travail de se caresser le bras en reculant. Donc c'est toute l'ambiguïté de la séduction et de la pudeur qui se mélangent. Eh bien, au moment où elle écoute Joséphine Endicott, elle-même en fait se touche le bras par pudeur, et voilà, il y a comme ça des effets de correspondance entre les gestes de la chorégraphie et ensuite les gestes et les émotions de ces adolescents qui sont du côté de la pudeur, de la gêne, de l'émotion également. Donc c'est un travail sur la matière humaine des danseurs. C'est là aussi un des ingrédients premiers du travail de Pina Bausch, c'est de partir de ce que sont
de ce que sont les danseurs, de leurs émotions, de ce qu'ils ressentent dans leur vécu aussi. Elle a mis en place des véritables scènes, des véritables séances de travail où elle demande à ses danseurs de raconter une anecdote, un rêve, le moment où ils ont eu le plus honte ou leur premier sentiment amoureux. Et elle va partir de ces confidences-là pour construire son travail. Et on voit d'ailleurs se mettre en place ce travail-là dans Les Rêves dansants, lorsque Pina Bausch apparaît pour la première fois face aux adolescents. Donc, sur ces adolescents qui nous sont montrés d'abord en groupe et puis isolément, le dispositif de ce documentaire est très simple, c'est celui de l'entretien, qui est un peu périlleux parce qu'il peut avoir un côté télévisuel, mais en même temps, je trouve que les réalisateurs ont su dépasser ça. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est comment, dès le départ, le temps de parole laissé aux chorégraphes qui vont transmettre la chorégraphie est le même que le temps de parole laissé aux adolescents. Et donc, il y a une absence de hiérarchisation entre les adolescents et les chorégraphes qui vont leur transmettre leur savoir. Et c'est quelque chose d'assez beau, qui fait qu'en fait, justement, on laisse un temps de parole assez rare, finalement, à ces adolescents. Ils sont placés dans une sorte d'égalité par rapport aux chorégraphes. Alors, les entretiens sont intéressants parce que dès le début du film, on voit que l'idée, c'est de travailler à montrer les idées préconçues. Et notamment, on le voit bien chez les deux garçons qui font du hip-hop, qui a cette idée de rêve, de célébrité. On cite Billy Elliot. Donc, on est quand même dans quelque chose d'un peu cliché par rapport à la danse. Et ce que montre en fait le documentaire au fur et à mesure de l'avancée des répétitions, c'est comment ce cliché va être déconstruit pour finalement aller vers une vérité, une authenticité. Comment, au fil des répétitions, ces danseurs vont se confronter à une réalité qui va les faire évoluer, mais pas forcément dans ce sens de la célébrité auquel ils songeaient pour certains, quand ils ont décidé de rejoindre cette expérience. Alors, ça c'est aussi un point central chez Pina Bausch, c'est que pour danser, il faut un engagement, une vérité, une sincérité. Et cette sincérité-là, je trouve, les réalisateurs de ce documentaire ont su la retrouver et ne l'ont pas trahie. Une chose qui est très importante pour ma part, c'est l'absence d'une voix off omnisciente, extérieure au film, qui viendrait recouvrir, commenter de manière redondante, comme aujourd'hui, malheureusement, quand vous voulez faire un documentaire chez Arte, on vous demande de mettre une voix off avec des mots les plus simples possibles, en évitant la poésie, qui viendrait expliquer ce qu'on voit déjà à l'image. Ça, c'est vraiment, aujourd'hui, en tout cas, quand on fait du documentaire, quelque chose qui est très dur à gérer, parce qu'il peut y avoir de très belles voix off, mais il peut y avoir aussi des voix off qui sont très formatées. Et là, ce qui est très beau, c'est qu'il n'y a pas ce formatage-là, il y a cette volonté de laisser la parole aux adolescents, aux chorégraphes et à Pina Bausch. Et donc, de ne pas venir apporter de manière redondante et interpréter ce qu'on voit à l'image. Donc ça, c'est un point qui me semble intéressant. Néanmoins, c'est un dispositif donc qui est très simple dans la façon donc de filmer les entretiens. On est près des danseurs, on est avec eux et évidemment on recueille cette parole dans toute sa simplicité. Simplicité qui n'est pas si simple que ça, puisque si vous regardez bien la bande sonore, on peut vraiment parler d'une bande musicale, là dans ce film qui reprend les morceaux très célèbres de la pièce, Contact Off, et très souvent
les entretiens avec les adolescents ou avec les chorégraphes sont accompagnés de la musique qui vient en fond et qui vient créer des raccords entre les moments où ils sont interviewés et les moments ensuite où on les voit en répétition au travail. Et cette bande sonore va créer une fluidité, une articulation entre des moments qui sont totalement différents et qui pourtant se succèdent et nous donnent à nous, spectateurs du film, cette sensation de quelque chose qui raccorde parfaitement. Alors, après cette présentation donc, des adolescents en groupe isolément, avec ce dispositif-là de l'entretien, ce qui apparaît ensuite, ce sont les chorégraphes. Et cette question qui est au centre même du film, qui est celle de la transmission. De la transmission, de l'énergie, je dirais, de la transmission, sur lequel on va d'emblée pouvoir se focaliser. C'est justement les raccords d'un plan à l'autre qui permet de montrer cet échange permanent et cette fluidité, cette circulation qui va se mettre en place entre les deux chorégraphes et les adolescents. Donc Bénédicte Billiette et Joanne Endicott, donc, qui vont transmettre et qui ont cette charge de transmettre ce patrimoine, je dirais, de cette pièce qui a été montée la première fois à Wuppertal, au Tanztheater, en 1978. Ensuite, ce qui est très beau, c'est que donc Joséphine Endicott va elle-même diriger les répétitions parce qu'elle avait le premier rôle et elle a ici pour mission dans ce film de transmettre donc aux plus jeunes générations le savoir qu'elle a par rapport à cette pièce. Donc les années c'est 78, 2000 c'est pour la mise en scène avec des seniors. Et 2008, c'est avec les adolescents. Et donc, on a vraiment ici quelque chose qui est assez beau, finalement, sur cette idée de transmission d'un patrimoine, véritablement, qu'on voit à plusieurs moments, d'ailleurs, dans le film, lorsqu'elle regarde le spectacle tourné en 78. On les voit, pardon, c'est celui de 2000, puisqu'on voit que ce sont les seniors. Donc, cette première séquence, voilà, après cette présentation des différents enjeux du film et on va dire des personnages également, se centre sur la question du contact physique et du corps, voilà, qui est d'emblée problématisée au fil des répétitions. Cette difficulté-là à appréhender l'autre, à tenir son partenaire, cette mise en relation des corps, cette maladresse aussi est au cœur de cette séquence d'ouverture. Et ensuite, donc, un autre point d'analyse, ce qu'on voit se mettre en place dès ce début de film, c'est la construction d'un espace cohérent et d'une temporalité linéaire, puisque on repart, après nous avoir montré l'aboutissement, donc le spectacle, on repart au tout début des répétitions avec toutes les difficultés que vont parcourir les différents personnages pour arriver à leur but final. Donc, vous voyez, alors on peut aller encore plus loin dans l'analyse, je vais essayer quand même d'avancer, mais tout le début est intéressant quand on voit par exemple les adolescents sur scène et ensuite les deux chorégraphes en train de les regarder et puis ensuite de nouveau les adolescents. Et vous voyez, il y a vraiment dans le montage et tout au long du film cette articulation des plans entre eux qui nous font croire que ça se passe au même moment, mais en fait pas du tout. C'est des moments très très différents, d'autant plus que là le chef opérateur n'avait qu'une caméra, donc pour arriver à avoir sa caméra et sur le spectacle et sur les professeurs, c'est
à chaque fois des moments différents, mais qui font que par le montage, ça raccorde, ça s'articule, et justement, ça procède à ce film qui est un documentaire sur la création d'une pièce et un récit d'initiation. Et c'est très précisément ici ce que montre cette séquence, c'est la constitution d'un groupe qui, au fur et à mesure de l'avancement du film, va se souder. Et c'est aussi un film qui va montrer la répercussion que ce travail-là a individuellement sur chacun d'entre eux. Donc les réalisateurs vont suivre au plus près l'élaboration du spectacle et vont aussi développer les différentes histoires individuelles de chacun des adolescents. Quand j'ai parlé de transmission, j'ai peut-être pas assez parlé d'idée de filiation, puisqu'il y a cette idée de génération qui est très belle entre Pina Bausch qui crée cette pièce, puis ces danseuses, et ensuite ces adolescents qui font vivre finalement, qui font survivre, j'allais dire, de génération en génération ce patrimoine-là. Et donc ce qui est beau, c'est qu'il y a quelque chose d'absolument vivant dans cette idée-là de transmission. Alors, ensuite, je voudrais juste dire un mot sur la bande son qui est absolument essentielle, donc qui est au cœur du projet de Contact Off, puisqu'en fait, cette musique-là, qu'est-ce qu'elle fait remonter à la surface ? Eh bien, elle fait remonter quelque chose qui pourrait être de l'ordre du symptôme. En fait, c'est tout un bout de l'histoire de l'Allemagne qui revient de manière lancinante, répétitive, cette Allemagne d'avant-guerre, l'Allemagne de Weimar, puisque ce sont des chansons populaires qui ont bercé non pas la jeunesse de Pina, mais ses parents. Elle dit souvent qu'elle a pensé à ses parents quand elle a créé cette pièce. Eh bien, on a vraiment ce substrat-là historique qui revient à partir de cette musique. Et qu'il y a quelque chose de très beau et d'anachronique entre ces adolescents des années 2000 et puis cette musique des années 20, années 20 et 30, donc elles sont majoritairement composées ces années-là, mais il y a d'autres morceaux qui ne sont pas précisément de cette époque, mais on est vraiment dans les chansons de variété qui véhiculent des mythes mélodramatiques. On a cet envoûtement et en même temps cet envoûtement qui est un peu inquiétant parce qu'on est, si vous voulez, dans cette musique on est un peu dans les derniers instants avant le basculement de l'Allemagne dans la dépression, la destruction. Donc c'est vraiment cette idée d'une musique qui serait d'une apparente légèreté et qui, au final, vient parler aussi de toute une histoire de l'Allemagne de manière implicite par son caractère obsédant et omniprésent. Donc, il y a aussi beaucoup de références. Là, je pense que, pareil, les enseignants en musique pourraient faire un travail très fort, très riche sur cette présence-là. Mais il y a des thèmes qui sont empruntés au cinéma. On a Nino Rota, qui est le compositeur de Federico Fellini, que Pina Bausch utilise. Et chose magnifique, c'est que Federico Fellini lui-même prendra Pina Bausch comme actrice pour son film Elena Veva. Il lui fera jouer un rôle d'une aveugle dans son film. On a également les temps modernes de Chaplin. Donc là, on est en 36. Le troisième homme de Carol Reed aussi. Donc voilà, on a vraiment aussi un lien très fort avec le cinéma qui passe par la présence de la musique et aussi qui renvoie au musical également par la présence des tenues. Donc voilà, sur la musique, il y aurait énormément à dire et des analyses très, très fortes à faire. Je pense à Robert Gaden. Alors, je ne saurais absolument pas le prononcer, Frundlied und Sonnenschein, quelque chose comme ça, mais c'est intéressant, c'est vraiment ça revient tout le temps, c'est 1937, et on a ici ce travail-là sur le passé et quelque chose qui a beaucoup hanté Pina Bausch. Alors juste pour l'anecdote,
Pina Bausch a été élevée dans un hôtel, puisqu'en fait ses parents avaient un hôtel en Allemagne, et elle dit elle-même dans ses entretiens qu'elle a l'impression d'avoir passé son enfance sous les tables des bistrots à observer le mouvement des hommes et des femmes, les rencontres amoureuses, les séparations, et c'est intéressant de l'avoir en tête quand on voit aussi les obsessions autour desquelles tourne son travail. Alors, comme point de comparaison maintenant, je voudrais vous montrer un travail sur Pina Bausch fait par Wim Wenders en 2011, qui est un très beau film que je vais trahir, parce qu'en fait c'est un film qui a été tourné en 3D et que je vais vous présenter ici en 2 dimensions. Donc on va perdre un aspect très riche du film de Pina Bausch, qui va avec la thématique un peu fantomatique que travaille ce film. On est avec les rêves dansants dans la vie, dans quelque chose qui est de l'ordre d'un élan vital porté par ces adolescents. Avec le film de Wim Wenders, on est dans le deuil. Le deuil parce que ce film vient juste après la mort de Pina Bausch. Wim Wenders a une relation d'amitié très forte qui s'est étalée sur des années avec la chorégraphe, ils s'adoraient. Et le projet de faire un film ensemble est né il y a très longtemps. Il n'a jamais pu se faire, et quand Wim Wenders a décidé de le faire, quelques jours avant, il apprenait son décès. Donc c'est un film qui s'ancre dans ce deuil-là, cette perte immense de cette figure majeure du XXe siècle, qui a révolutionné donc la danse. Et il est pris par cette mélancolie. Et la 3D, donc vous n'allez pas voir maintenant, porte en elle cette dimension un peu sépulcrale, puisqu'on a comme ça des fois le visage de Pina Bausch qui apparaît en 3 dimensions et qui donne comme ça un effet très impressionnant. Ce qui est intéressant, c'est que ce film est aussi un film collectif. Comme Les Rêves dansants, on découvre Pina Bausch et son travail à travers un groupe. Mais ici, ce n'est pas un groupe d'amateurs, ce sont ces danseurs qui portent aussi en eux ce drame de cette disparition et de cette mort. Et donc, le film alterne entre des moments de danser, où on nous présente les différentes chorégraphies de Pina Bausch, des moments où il y a des portraits de ces danseurs, mais qui ne sont pas des interviews, ils sont silencieux face à la caméra, et on entend en voix off, comme si des confessions, des choses très personnelles sur qu'est-ce que ça a été pour eux ce travail avec la chorégraphe. Et 3e moment de ce film, des moments où les danseurs vont dans Wuppertal, dans cette ville que l'on voit par ailleurs à plusieurs reprises dans Les Rêves dansants. Ils vont investir des lieux totalement improbable, une piscine, une carrière, un immeuble désaffecté, pour faire une chorégraphie et pour évoquer quelque chose qui serait de l'ordre du souvenir qu'ils ont de cette relation de travail qui s'est nouée sur des années et des années. Donc voilà, je vous propose tout de suite de regarder un premier extrait. J'en ai choisi 2 assez courts. Un premier extrait qui est très très beau, c'est le passage des 3 générations qui interprètent Contact Off avec donc les différents danseurs, les danseurs amateurs, les seniors et les adolescents, et les danseurs de la troupe de Pina Bausch.
einmal ist keinmal, flüstert rings dich her, nimm's doch nicht so schwer. Einmal, ach was einmal ist keinmal, denk nicht nach, wenn du küsst, was dann morgen ist. Ein jeder Geigenstrich, ein Tango oder Blues, ruft dir verlockend zu, was zögern. Oui, pardon. Alors juste, je vais faire quelques commentaires sur les images, comme ça on peut avancer. C'est que donc là on a un travail très important sur les raccords de position. Tout raccorde dans les mouvements de 3 spectacles avec 3 compagnies de danseurs très différents. Et très souvent, chaque nouveau geste fait apparaître et correspond à un nouveau plan issu d'une des 3 versions de Contact Off. Là, vous remarquerez par exemple, on a ici une caméra qui est en travelling. On voit tout de suite qu'on est dans des moyens financiers et techniques qui dépassent très largement le projet. Ah oui. Oui, pardon. Qui dépasse donc le projet des rêves dansants, où on a très peu de moyens techniques, une caméra très un dispositif très simple. Le plus souvent, l'opérateur tient sa caméra sur son épaule. On est caméra à l'épaule. Donc c'est ce qui fait aussi qu'on est très près d'eux. Dans le travail de Wim Wenders, on a quelque chose de plus lisse et finalement voilà, de différent. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi 2 énergies différentes. Alors, je voulais juste vous montrer rapidement le deuxième extrait. On va juste passer le début pour continuer ces points de comparaison entre les 2 films, entre le film de Wim Wenders et le film de Anne Linsel. Là, voilà, c'est un exemple ici d'entretien qui n'est pas un entretien, puisque les danseurs sont silencieux face à la caméra. Well, Bohemian calls on his own, while my heart wanders alone. They both go out to play on that cold and pretty stage, and Bohemian sings us his song, while my hammer wanders along. Driving the glory of this spring, you can hear the hammer sing. Whoa, ho, ho, are you as big as me? Whoa, ho, 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 way too big to see. Whoa, ho, 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 the humming he goes so slow. Whoa, ho, 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 too big for place to go.
Voilà, donc cet extrait ici montre bien qu'on est dans une énergie qui est plutôt celle du fantôme, qui revient par la présence d'images d'archives qui rythment le documentaire de Wim Wenders. On est donc dans un voyage dans le temps, un voyage dans le passé qui continue de vivre aujourd'hui à travers les danseurs qui choisissent de remettre en scène les grandes chorégraphies et grandes pièces de Pina Bausch. Et donc il y a vraiment cette idée que la danse est attachée à l'idée d'une survivance d'un côté, de l'expérience de l'autre. Chose qui est complètement différente dans les rêves dansants. Dans les rêves dansants, la temporalité, c'est pas le passé, mais c'est vraiment le présent. C'est vraiment montrer le processus de création avec ses doutes, avec ses aléas, avec sa recherche. Voilà. Donc, on a comme ça une opposition qui se met en place entre les deux films, qui pourtant sont totalement liés. Donc, le film de Wim Wenders propose vraiment un parcours à travers une trentaine d'années dans les ballets et dans le travail de Pina Bausch, mais revient surtout sur les 4 ballets mythiques qu'elle propose, le Sacre du Printemps, Contact Off, Café Muller et Valomont. Autre point aussi de comparaison, c'est que très clairement, les rêves dansants, c'est l'histoire de ces adolescents. On l'a vu donc sur l'affiche. Le film de Wim Wenders est un film hommage. C'est un film aussi qui fait le portrait d'une artiste, d'une amie disparue, très chère à Wim Wenders, mais qui est aussi doublé d'une réflexion sur les arts, sur 2 arts du XXe siècle, le cinéma et la danse. Donc c'est aussi un des points d'ancrage du travail de Wim Wenders. Le dispositif de témoignage aussi, donc là on a vu un rapide extrait, mais le danseur reste silencieux face à la caméra et c'est un principe au point d'avoir peut-être parfois un peu épuisé les spectateurs de ce film parce que c'est assez répétitif de montrer les danseurs silencieux mais d'entendre seulement en voix off leurs propos. Qui évidemment s'oppose au principe de témoignage des adolescents dans les rêves dansants. Donc voilà, il y aurait encore beaucoup à dire sur ce film, mais je voudrais tout de suite passer à un dernier point qui concerne la société du spectacle et sa dénonciation, puisque évidemment tout le travail de Pina Bausch, et là vous l'avez vu à travers ce documentaire, c'est aussi un travail qui consiste à prendre en charge un aspect politique du corps spectacle, et dénoncer aussi les lois du marché auxquelles sont assujettis les danseurs. Très clairement, dans cette séquence qu'on appelle la séquence de l'audition, quand les acteurs, danseurs s'avancent face au public, qu'ils montrent leurs dents, qu'ils exposent leur corps comme s'il s'agissait d'une marchandise, comme s'il y avait voilà, ils exposent vraiment cette dimension matérielle-là du corps. Pina Bausch explique que très clairement, c'est son expérience en tant que danseuse dans les ballets qu'elle met en scène dans le Contact Off. Il y a d'autres passages aussi dans le film, je ne sais pas si vous les avez repérés, c'est des moments un petit peu d'aliénation où on voit des numéros qui sont exécutés par les uns et les autres, tandis que un groupe se force à applaudir, insiste sur l'idée d'un divertissement hystérique qui serait aliénant. Et il y a aussi dans les thématiques de Contact Off cette idée de vie publique et vie privée qui s'entrechoquent et qui sont perpétuellement en contradiction. Comme je vous le disais, on a l'impression que le couple, quand il commence à exister dans le bien-être et dans l'échange, finit par être interrompu dans ce début-là d'un échange amoureux par le reste du groupe qui représente la société avec ses codes rigides qui empêchent justement cette possibilité d'un amour serein. Donc, le terme Contact Off, je vous l'ai dit, c'est aussi
la question du lieu de rencontre entre prostituées et clients. Donc très clairement, de manière métaphorique, il s'agit aussi de montrer la façon dont les danseurs se prostituent sur scène. Ça aussi, c'est une question que Pina Bausch a beaucoup travaillé dans ses chorégraphies et qui a aussi pas mal choqué le public de l'époque. Elle le dit d'ailleurs, cette idée-là de quand elle voit les adolescents danser et reproduire devant elle sur scène les gestes, de montrer leurs dents, elle dit que c'est très clairement ce qu'elle faisait à leur âge quand elle était donc dans ce ballet à New York. Elle dit: quand je les vois danser devant moi, ça me rappelle l'époque où je dansais moi-même au Metropolitan Opera. On devait danser en ligne pour faire qu'on nous observe sous toutes les coutures, de dos, de profil. Cette scène est née de mes souvenirs. La pièce a un rapport avec mon vécu et parfois avec d'autres personnes. Et ensuite, elle continue pour dire qu'il y a aussi quelque part ses parents qui sont présents dans cette pièce. Alors, sur cette thématique du corps marchand, il m'a semblé intéressant de vous montrer un objet absolument horrible, les reality shows qui très clairement repose sur cette idée-là. Donc on est dans un véritable phénomène médiatique. Je pense que avec vos élèves, vous avez pu déjà voir à quel point il y a un succès démesuré. Les adolescents sont, j'allais dire, les premières victimes de ces émissions télévisuelles, de cette programmation-là. Et il y a des thèses qui se font d'ailleurs sur ces sujets qui montrent que c'est souvent ceux qui sont en quête d'identité qui vont rechercher aussi dans ces émissions des réponses aux questions qu'ils se posent. Et moi, je vous propose de faire une comparaison entre Les Rêves dansants et Star Academy. Alors, Star Academy, ça fait peut-être un peu ringard. On me disait tout à l'heure qu'il y avait des nouveaux trucs sur la danse, etc. dans les reality shows. C'est vrai que j'ai choisi cette émission parce qu'il y a l'idée quand même du spectacle qui est très présente avec le chant et la danse. L'émission que je vais vous montrer, alors si ça vous intéresse, elle est sur YouTube. C'est l'épisode du 20 décembre 2012. Vous la trouvez sans difficulté. Et Star Academy, c'est une rediffusion dans les années 2012 sous le nom de Star Academy Révolution. Donc c'est un épisode qui est assez récent. Et on va juste voir un rapide extrait pour voir un petit peu des points de comparaison sur le rapport à la transmission, le rapport aussi à l'espace, etc., etc. Et surtout les mots qui sont utilisés. Alors, je trouve qu'il y a un travail sur le langage aussi qui peut nous donner des pistes de réflexion. On connaît mon histoire, La sonnerie qui rappelle aussi bien des choses. Ça va ? Bonjour. Bonjour. Pascal, il est là ? Oui, il est en bas. Ah, il est en bas ? On va l'attendre. Les tambours. Bonjour à tous. Bonjour Pascal. Pascal arrive en treillis, Rambo quoi. Rambo made in France. Et là je me dis, oh man, tu vas faire beaucoup de sport, tu vas souffrir. Excuse-moi de te déranger. Je t'en prie. J'ai un truc important à faire. À ce point-là ? Ouais. Donc j'ai un challenge cette semaine, c'est de faire danser Zahira. Ouais. Ouais, elle doit danser et chanter en même temps. Donc c'est un gros challenge pour nous. Ok. Donc je suis obligé de te la prendre. Donc exemple ce matin ? Exactement. T'as de la chance. Aspop qui dit à Zahira qu'elle ne participera pas au cours de sport. Je me sens un peu... Ouais, je suis un petit peu jaloux parce que moi non plus, j'ai pas envie de faire le cours de sport en fait. C'est pour ça. Donc T'as de voilà. la chance parce que ce matin, vous voyez ma tenue ? Vous avez compris ou pas ? Non mais je vais vous parler ce matin, il y a des choses à voir, il y a des choses qui me plaisent pas. Vous avez déçu d'autres profs ? Je me demande ce que vous faites là. Avec J'ai le l'impression sous-titre d'être quand en colonie de même, vacances. si jamais on comprend pas. D'accord ? On veut des gens motivés. On veut des gens qui bossent. Et c'est pas le cas. Donc aujourd'hui, on va prendre des risques. Et on va voir si vous allez vous plaindre. Il y en a un qui se plaint, je vous dis franchement. Il arrête l'aventure. Il n'y a pas de nomination, il arrête cash. Il dit je fais ses valises, il s'en va. C'est clair ? Oui. Merci. Pascal était remonté. Et Pascal, quand il est cool, il est déjà remonté. Alors quand il est remonté, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On a droit à un bootcamp à l'américaine. Bien. Aujourd'hui, c'est explosivité, courage, dépassement de soi. D'accord ?
c'est humide. Vous allez le comprendre très très vite que c'est humide. Il y a un parcours bootcamp. En plus, c'est bientôt Noël, donc il y a des bûches qui seront à votre disposition. Les bûches, votre bébé, dès qu'il y a une bûche dans les bras, on la lâche pas la bûche. On fait l'exercice avec la bûche à chaque fois. Toutes les 30 secondes, toutes les minutes, coup de sifflet, on change de parcours. Et on va bosser comme ça pendant 1 heure. Ok? Donc pas de vomito. J'espère que tu as déjeuné. Oui, j'ai déjeuné. Très bien, on va voir ça tout à l'heure. D'accord? C'est bon? Attaque. Passe pas, bon courage avec Zahira. Merci à toi aussi. Bon courage les gars. Merci. Ah ouais. Je commence un petit peu à flipper, je me dis que on va devoir ramper certainement. Et ça a pas loupé. On accélère, derrière, on y va. Par rapport à ma tenue, mettez-vous dans l'esprit tout de suite militaire, les ordres, je vais crier sur vous, je vais pas vous lâcher. Aujourd'hui, je vais pas être sympa avec vous, je vous dis franchement. Je vais pas être sympa du tout. Ok? Je vais être le méchant. Le méchant, c'est moi. Si vous en voulez à quelqu'un, c'est moi. Ok? Si vous voulez me crier dessus, bah me criez-moi dessus, au contraire, j'adore ça. Mais je crierai plus fort que vous. Voilà, alors en fait, pourquoi vous proposez ça? C'est parce que je pense qu'il s'agit aussi de permettre à des élèves de penser à partir de ce qu'ils connaissent, enfin, voilà, très clairement, de les amener par eux-mêmes à formuler une opinion qui pourrait être critique sur la manière dont la télévision appréhende le spectacle, qui est aujourd'hui... et le spectacle et le rapport aussi au monde adulte et à la transmission, puisque les professeurs donc incarnent l'autorité et par ailleurs derrière ça aussi il y a le rapport au corps et également à la société de consommation. Donc première chose, premier point de comparaison entre les rêves dansants et cette émission, même si vous n'en avez vu qu'un très court fragment, c'est la question de l'espace ouvert d'un côté, puisqu'on voit les adolescents dans les rêves dansants en répétition, mais on les voit aussi en extérieur, à plusieurs reprises, en groupe, on les voit dans le métro, on les voit en train de sortir du lieu et de l'espace de la répétition, ce qui n'est pas le cas dans Star Academy, où l'espace est coupé du monde, c'est un espace extérieur. Et d'ailleurs, j'ai appris que les candidats n'avaient pas de droit à avoir d'accès à Internet, ni à la radio, et un temps très limité par rapport au téléphone. Donc il y a vraiment cette idée de fermeture, de cloison, qui d'ailleurs n'est pas sans rapport avec un livre passionnant de Erving Goffman sur l'institution totalitaire, un livre qui s'intitule Asile au pluriel, publié en 61, et puis c'est une théorie sur notamment la vie dans des institutions telles que les hôpitaux psychiatriques et les prisons. Et alors vous allez me dire, oui, on n'est pas non plus, c'est peut-être un peu exagéré comme parallèle. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est de voir que le succès de l'émission Star Academy repose aussi précisément sur des principes qui sont liés à l'enfermement, à des règles, donc la coupure avec le contact extérieur, qui régissent aussi ce que décrit Erving Goffman dans son ouvrage Asile. Donc les contacts extérieurs qui sont très limités, très réglementés. On a aussi cette modalité de la vie en commun qui est également elle-même très strictement réglée, et l'obligation aussi d'exclure de dénoncer les uns les autres pour exclure des élèves. Donc on a vraiment ce principe qui travaille sur l'élimination progressive, et également la violation de l'intimité personnelle, puisqu'on les voit dans leur lieu de vie, au réveil, dans la salle de bain, etc., dans les cuisines. Alors, ensuite, donc, autre point de comparaison, alors là, ça serait plutôt sur on va dire le principe visuel et formel mis en place par les deux films. Donc, d'un côté, on a une émission télévisée, de l'autre, une œuvre documentaire, et on a deux médiums qui sont très, très différents. On a cette idée de filmer la danse dans les rêves dansants, filmer le corps et le rapport au collectif. Et dans le Star Academy, on a donc aussi cette idée-là de filmer
la collectivité, mais la danse est finalement aussi, la danse et le chant, les scènes comme ça sont aussi un prétexte finalement pour montrer le rapport qui se noue entre les élèves entre eux, qui est fait d'ambiguïté, de désir, etc. Et le rapport aussi d'autorité permanent et d'opposition qui va se mettre en place entre les professeurs et les élèves de Star Academy, qui est fait sur un rapport de force permanent, chose qui est très éloignée des rêves dansants. Donc on a ici le spectacle est un prétexte pour aller voir du côté d'aller voir dans le trou de la serrure, pour le dire rapidement. Alors autre chose, c'est le rapport à la transmission. Je vous ai entendu rire. Alors, en effet, on a vraiment cette dimension très caricaturale du professeur qui est aussi appelé coach mental. Donc celui qui est en treillis, et oui, dans le film, dans le film, cette émission, voilà, il s'appelle, c'est le coach mental, qui est censé pouvoir faire des exercices d'endurcissement pour libérer la créativité de ces jeunes personnes. Et vous avez remarqué qu'il y a tout le discours militaire, même dans le son, on a les tambours, on a aussi dans la rhétorique, on a l'idée d'un camp d'entraînement militaire, on a l'idée que finalement c'est comme si l'artistique, et ça c'est vraiment récurrent, j'étais jusqu'au bout de la chose, et puis j'en ai vu plusieurs en plus, c'est comme si l'artistique ne pouvait passer que par des capacités physiques d'endurcissement, et aussi qui passent par des choses d'humiliation également, puisqu'ils les font ramper dans le humide, ils vomissent tous, en plus c'est vraiment horrible. Donc voilà, on a vraiment cette idée du mythe sur lequel travaille ce genre d'émission, c'est d'une réussite possible pour tous s'ils ils sont capables d'endurer les pires choses qui peuvent aller jusqu'à l'humiliation de soi. Donc finalement, ce contre quoi Pina Bausch a toujours lutté, et précisément sur cette... Juste un dernier point, c'est le faux naturel aussi. Soi-disant, on nous fait croire qu'il y a l'effet de caméra de surveillance, vu aussi en hauteur, en contre-plongée. Donc, on est vraiment dans un média froid. C'est précisément ce que pouvait dire quelqu'un comme McLuhan. On a quelque chose de très froid, quasiment et donc voilà, je vais conclure. On est dans quelque chose où le naturel est faux. Vous avez bien vu la discussion entre les deux professeurs est complètement artificielle. Tout est préparé. Et vous savez qu'il y a même un script. Il y a des gens qui font des scénarios. Alors après, il y a de l'improvisation évidemment, mais pour les adultes, ils ont un texte qu'ils apprennent et ils font semblant de l'interpréter, et en plus ils jouent très mal. Donc on a là aussi sur cette question-là du naturel un point d'opposition radicale avec les rêves dansants, où on est dans une vérité humaine qui montre bien que tout n'est pas joué d'avance. Je conclus en fait avec un dernier extrait qui pour moi finalement est la réponse que Pina Bausch peut faire face à ce monde-là, face à ces questions d'un monde qui est dominé par les industries culturelles de masse, où le corps est un corps spectacle, un corps marchandise, et finalement c'est ce que dit Pina Bausch. Elle dit que face à ce monde-là, on a terriblement besoin de la danse, et que la danse, elle est là aussi comme un avertissement. D'ailleurs, dans le film de Wim Wenders, c'est très beau quand Pina Bausch dit danser, sinon nous sommes perdus. Et je crois que le film se termine là-dessus. Cette idée que voilà, c'est par la danse aussi qu'on peut résister, mais une danse qui ne serait pas récupérée. Comme l'est aujourd'hui la danse dans les grands médias. Alors, on va voir donc la réponse que Pina Bausch nous donne dans un magnifique documentaire de Chantal Akerman. Je crois qu'il est peut-être sur YouTube. Moi, je l'ai vu facilement sur Internet, qui s'intitule Un jour Pina a demandé. Voilà, un sublime documentaire. On va voir rapidement le danseur Dominique Merci, qui est sublime danseur, qui va se révolter contre le fait de devoir se donner en spectacle. Et j'aimerais conclure sur cette protestation, sur un très belle du danseur. Tu
Mais non, j'ai rien montré, non. Fais-le toi, mais laissez-moi tranquille. Non, mais non. Non, non. Je voulais seulement dire, c'est magnifique que vous soyez tous là ce soir. Oh. Vous voulez voir quelque chose? Ben vous allez le voir. Sortez-moi ces chaises. Sortez-moi ces chaises. Take the chairs away. Sortez-moi tous ces cartons. Qu'est-ce que vous voulez voir? Vous voulez voir ma neige? Sortez-moi ces chaises. Vous voulez voir ma neige? J'arrive. Voilà, ici. Là. 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 Et qu'est-ce que vous voulez voir encore? Tout en l'air? J'arrive en fait. Je sais faire ici. Ici. Tout en l'air. Là. Qu'est-ce que vous voulez voir d'autre? Les déboulés? Vous savez ce que c'est? Je sais faire aussi. Sortez-moi de ces cartons. Ici. Ici, déboulés. Là. Déboulés. Là. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez voir d'autre? Est-ce que vous voulez voir quelque chose d'autre? N'importe quoi, je vous le fais. Ici, grossez. Et ça, et jetez. Qu'est-ce que vous voulez voir d'autre? Sortez-moi de ces cartons. Voilà, je voulais terminer par cet extrait que je trouve très beau, qui résume bien la démarche de Pina Bausch, qui est de proposer au public une autre attitude face au monde, en fait, plus largement. Hein. Il n'y a pas seulement le spectacle, c'est vraiment avoir ce positionnement critique en permanence. Et voilà, et mon point de conclusion, c'est aussi que Contact Off, cette pièce sur laquelle repose le film Les Rêves dansants, c'est aussi une critique du musical. Hein, c'est aussi une pièce qui se place dans les vestiges des grandes revues de variété, avec vous avez les tenues glamour, les chaussures à talons, les chorégraphies de groupe aussi, le motif du rang qui revient, et en même temps, c'est aussi l'envers critique que propose Pina Bausch par rapport au musical, et qui rend son travail si particulier et aussi si beau. Et je trouve ça très beau comme elle oblige aussi le spectateur à se questionner sur les normes esthétiques qui règlent la société, hein, sur l'idée de beauté, sur l'idée de corps, qui sont des questions tellement actuelles. Est-ce que peut-être vous avez des questions? On peut, je crois qu'on a peut-être quelques minutes, si c'est possible, de 5 minutes, voilà, de discussion, ou des remarques que vous aimeriez ajouter ou compléter, évidemment, que je n'ai pas eu le temps d'aborder, parce que voilà, un film comme ça mériterait de s'attarder plus longuement, mais s'il y a des choses... Bonjour, j'ai une question sur le corps. Vous disiez que le corps était à l'inverse de celui du corps dans la danse classique. Sur le fait que le personnage qui a été choisi pour incarner le personnage principal soit aussi mince, est-ce que Pina Bausch a une posture par rapport à ça ou... Alors, vous avez vu son corps à elle. Hein. C'est vrai qu'il y a quelque chose de l'ordre de la minceur, quasiment parfois squelettique. Hein, la peau est sur les os. Je ne saurais pas quoi vous répondre, si ce n'est que peut-être, oui, bien sûr, que c'est vrai qu'elle a le rôle principal. Son corps peut répondre aux critères de la danse classique, mais néanmoins, bon, on sent pas un corps qui est traversé par la danse. Elle n'a même pas de muscles ni rien, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de l'ordre de la maigreur chez Pina Bausch, qu'on va retrouver en effet dans ces différents spectacles. Hein, je pense aussi à Café Müller, une maigreur qu'elle met en avant aussi par des tenues qui sont presque des nuisettes, comme ça, très près du corps, qui ont peut-être aussi à voir avec des corps décharnés. Hein, je vous disais cette inquiétante étrangeté de l'Allemagne et de tout ce passé-là qu'elle prend en charge dans ses films. Donc oui, bien sûr, c'est une thématique qui est présente dans son travail. Est-ce que il y a
pensez dans le choix définitif du personnage de Jo, ça, voilà, je pense que c'est un peu compliqué d'y répondre, mais oui, il y a quelque chose de ce côté-là qui est présent chez elle, c'est sûr. Moi, j'insisterais, enfin, un des moments qui m'a le plus interpellée, mine de rien, dans ce rapport au corps, pour les adolescents, c'est le moment où un des jeunes danseurs, Safet, je crois, compare le hip-hop et la danse contemporaine et insiste sur le fait que c'est une danse qui, alors pour le coup, malgré les tenues très sexuées dans le film, permet à chacun de danser, non pas comme une fille ou comme un garçon, mais juste de danser. Et à mon sens, c'est peut-être justement sur les identités, c'est peut-être un des intérêts du film, de montrer, on le voit à différents moments, quand il y a ces danses de couple, où finalement ils se touchent tous, ils se tapent tous, où on a cette liberté-là qui se met vraiment en place, je trouve, pour les adolescents. Oui, c'est très juste, et c'est pour ça qu'elle fait éclater tous les clichés, en fait, qu'on peut avoir sur la danse, et ces clichés qu'on va retrouver aujourd'hui dans les clips, et qui font voilà, l'univers du spectacle. Eh bien, elle sait faire voler en éclats ça, et d'ailleurs, vous avez vu, son danseur, Dominique Merci, porte une robe de femme, et qu'importe, enfin, il y a vraiment, effectivement, ce travail-là sur le genre, et sur la sexualité, qui est au fondement même du travail de Pina Bausch. Vous avez complètement raison, c'est en effet un point intéressant à travailler avec les élèves. C'est très juste.